parti, on va y aller. Donc bonjour à tous. Nous, on va commencer par aborder le sujet du surtourisme en faisant un peu le lien avec le numérique et en partie avec les plateformes, vous allez le voir. Tout le monde l'imagine, le secteur du tourisme n'a pas échappé aux bouleversements apportés par le développement du numérique ces dernières années. Et pour le secteur du tourisme, cela se traduit par une prise d'autonomie de la part du touriste et du voyageur, puisque désormais, avec les plateformes telles que Airbnb ou TripAdvisor dont on vient de parler, les plateformes de réservation en ligne, le futur touriste est capable de réserver son logement à l'avance, ses excursions, ses visites, et de voir les avis pour tel ou tel restaurant. Et de ce fait, il prépare son séjour lui-même sans passer par les acteurs traditionnels que sont les agences de voyage. Donc cette pratique, on pourrait dire, individuelle de l'organisation de son séjour, ça correspond à la notion de e-tourism avec son prolongement qui est le m-tourism, où là, c'est cet usage ajouté à celui du smartphone. Dans tout ça, les réseaux sociaux jouent également leur part. Ça se traduit d'une part par l'apparition, le développement de comptes spécialisés dans le partage de bons plans, dans l'explication de telle ou telle utilité de telle plateforme et également dans l'indice de telle ou telle destination à visiter. À travers ces comptes, il y a le partage d'avis sur les endroits fréquentés et ça influence la perception que vont avoir les futurs touristes et les internautes de tel ou tel endroit touristique. Donc la e-réputation est devenue un enjeu majeur à gérer pour les professionnels du tourisme, notamment les hôteliers et les restaurateurs. Pour continuer sur les réseaux sociaux, d'autre part, il y a aussi des plateformes comme Instagram qui donnent une place cruciale à l'image, où là, les lieux touristiques sont présentés sur leurs meilleurs jours et incitent les internautes à venir visiter eux-mêmes ces lieux et naturellement à prendre la photo et la partager de manière la plus similaire possible à ce qui existe déjà pour montrer que nous aussi, on est à cet endroit et on fait cette belle photo. Euh, Ainsi, nous avons décidé de nous demander quelle était l'influence de ces réseaux sociaux, notamment Instagram, sur la vie locale et donc sur ces situations de surtourisme. Pour y parvenir, nous avons décidé de mener une étude comparative entre trois destinations qui sont à la fois victimes, entre guillemets, de surtourisme et qui ont une certaine présence sur les réseaux sociaux et qui en même temps sont à trois échelles différentes. C'est-à-dire le premier cas est celui de la fontaine de Trévis, qui là pour le coup est un haut lieu du tourisme depuis de nombreuses décennies et qui n'a pas besoin, ah, parfait, et qui n'a pas besoin du numérique pour accueillir plus de 12 000 personnes chaque jour dans les 50 millions que reçoit Rome chaque année. Notre deuxième étude de cas est le mont Fuji, qui, le Japon en tant que tel, est un haut lieu touristique aussi, puisqu'en 2024, par exemple, le pays a accueilli presque 37 millions de visiteurs, battant un record. Cependant, cette illustration montre qu'avec cette photo publiée en 2022 donc sur Instagram, ce point de vue particulier, donc situé dans la ville de Fujikawa-Gushiko, qui montre la montagne posée comme posée sur un magasin Lawson, est devenu très viral et incite les gens, les internautes, à venir se positionner exactement à cet endroit pour faire exactement cette photo et donc provoque, on va le voir ensuite, des situations compliquées pour les habitants locaux. Et notre troisième exemple, c'est Kelingking Beach, donc situé près de Bali en Indonésie, où là, pour le coup, c'est réellement une destination inconnue du grand public, mais qui, grâce ou à cause des réseaux sociaux, est devenue très virale et où là, pareil, tout le monde veut venir pour faire sa photo de la plage, etc. Et donc, on va en parler juste après. Et justement, pour continuer cette présentation, on va le faire en trois parties, en revenant premièrement sur justement comment s'organise cette convergence des foules dues aux réseaux sociaux où tout le monde veut aller au même endroit. Puis dans une deuxième partie, comment se traduisent les complications imposées aux locaux et donc les situations de surtourisme, pour enfin finir sur une troisième partie avec les régulations nécessaires qui sont mises en place par les pouvoirs publics. Du coup, dans cette première partie sur, la convergence des foules, vers un même lieu, en fait, c'est une popularité qui va être amplifiée par Instagram. Donc grâce, aux réseaux sociaux, il y a certains lieux qui autrefois étaient peu fréquentés, qui se retrouvent grâce à ces quelques publications, qui sont virales, propulsées au rang de destination incontournable et mondiale. C'est du coup ce qu'on appelle le phénomène d'Instagram tourism
qui est théorisé par Fontani et Souyania en 2015. Et donc, c'est un phénomène dans lequel le potentiel esthétique d'un lieu sur les réseaux sociaux, ça va devenir un critère déterminant dans le choix par les voyageurs donc de leur destination. Et donc c'est un fonctionnement, enfin ça repose sur une logique qui est très simple. Donc ça va être la prise d'une photo qui est standardisée d'un point de vue précis. Donc par exemple là comme King Beach, elles sont très souvent retouchées selon les codes esthétiques d'Instagram. Ensuite, le cliché va être partagé massivement. Donc c'est la viralité du cliché. Et c'est comme ça qu'une seule photo va devenir un motif de déplacement pour les internautes. Et donc, par effet de mimétisme, tous ces internautes vont vouloir se rendre à cet endroit pour reproduire ce même cliché. Et là où les guides touristiques plus traditionnels vont proposer une sélection qui est plus équilibrée, les algorithmes, enfin l'algorithme d'Instagram va plutôt favoriser les contenus les plus populaires, donc basés sur le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, etc. Et la conséquence de cet Instagram Tourism, c'est donc la marginalisation des espaces qui ne corespondraient pas aux critères esthétiques d'Instagram. Et donc notre hypothèse, c'est que cette logique algorithmique, elle conduit à une homogénéisation des expériences touristiques et à une saturation donc de certains sites. Et ça va former du coup une communauté qui est artificielle et enfin artificielle d'utilisateurs, qui est unie par le simple fait d'avoir visité les mêmes lieux et d'en avoir laissé une trace visuelle sur les réseaux sociaux, au détriment du coup de liens de socialisation plus forts comme la famille, les amis, etc. Et donc on a, comme l'a dit Thomas, 3 exemples pour illustrer le rôle des réseaux sociaux dans ce surtourisme. Donc, le cas de Fujikawa Guchiko et le cas de King Beach, qui sont 2 sites qui étaient pas très touristiques avant Instagram, et le cas de la Fontaine de Trévi, dont l'attractivité est renforcée par Instagram. Donc, pour Fujikawa Guchiko, on a vraiment une vague de tourisme concentré, avec une pression considérable qui va être exercée sur les infrastructures locales qui sont très sollicitées déjà. Pour King Beach, c'est vraiment une popularisation qui a été impulsée par Instagram, avec par exemple la publication de plus de 530 000 hashtags King Beach. Et pour la Fontaine de Trévi, le rôle des réseaux sociaux est un peu différent parce que c'est un site qui était déjà connu, mais Instagram va jouer plutôt le rôle de promoteur touristique en offrant une visibilité permanente à ce site et en renforçant son attractivité avec par exemple les vidéos très tendances de lancer de pièces dans la fontaine qui crée une affluence massive autour du bassin. Et sauf qu'en fait, il y a un contraste entre Instagram, ce qui est publié sur ce réseau, et sur la réalité. Donc sur place, les visiteurs sont souvent confrontés à une réalité qui est moins idyllique et donc une facette qui est occultée par les réseaux sociaux. Donc une expérience de tourisme moins confortable, voire dangereuse, comme pour le cas de King Beach. Donc qui, avant cette visibilité massive sur Instagram, cette île, donc Nusa Penida, connaissait une fréquentation qui était relativement modérée. Et avec cette surfréquentation, ça a révélé donc la réalité par exemple du sentier qui est très dangereux pour accéder à la plage. Donc c'est un sentier escarpé à flanc de montagne. Et en 2024, on a recensé par exemple 3 décès qui illustrent donc les risques de survaloriser un lieu au détriment des risques physiques qui sont présents. Et donc pour Fujikawa, Guchiko et la Fontaine de Trévi, on est plutôt sur une expérience touristique déceptive avec une forte concentration de personnes sur un même lieu et donc beaucoup d'attentes. Et du coup, toutes ces transformations vont avoir un impact sur la vie locale. Et donc, parmi cet impact qu'on a relevé, on a les difficultés qui sont imposées. Pardon. C'est mieux? Alors, on a relevé des difficultés qui ont été imposées aux habitants à cause de cette attraction. Donc, d'abord, on a des perturbations et une transformation de la vie locale, notamment à cause du comportement problématique des touristes dans chacun de ces lieux. D'abord, on a pu observer le blocage des trottoirs et des routes pour accéder à ces lieux touristiques, avec des traversées imprudentes parfois
pouvoir prendre le bon cliché sous le bon angle. Avec l'exemple du mont Fuji dont parlait Analou précédemment, on a vu qu'il y avait des touristes qui s'installent au milieu de la route pour pouvoir prendre cette fameuse photo avec la supérette en dessous de la montagne. Et donc, ils peuvent se mettre en danger. Et parfois aussi, dans les autres lieux, il y a des intrusions sur des propriétés privées pour obtenir les clichés qui font sensation et pour potentiellement devenir viraux, toujours dans cette course à l'Instagram tourism. Par exemple, il y a des files d'attente devant la plage à Kelingking Beach qui empiètent sur des propriétés privées et donc ça vient perturber la vie des locaux. Ensuite, on a relevé aussi dans chacun des lieux des comportements impolis et le non-respect des règles locales. Il y a notamment des nuisances sonores et visuelles dans chacun des lieux. D'abord, il y a de la pollution visuelle liée à l'accumulation des déchets qui sont laissés par les touristes. Ensuite, il y a des embouteillages, des files d'attente qui envahissent les espaces publics. Et tout ça, ça a un impact sur la vie quotidienne des habitants. D'abord, il y a une augmentation du trafic routier et des difficultés de circuler. Ensuite, il y a des violations répétées dans la sphère privée et un sentiment d'irritation qui est généralisé chez les locaux dû à ces perturbations qui viennent perturber leur paysage et leur village. Ensuite, il y a un rejet du tourisme de masse qui peut aller jusqu'à justement une hostilité envers les visiteurs qui sont mécontents de cette foule qui vient les perturber. Et ensuite, on a relevé aussi un aménagement du paysage local dans chacun de nos études de cas. D'abord, il y a une urbanisation et une transformation des espaces, notamment avec la construction rapide d'infrastructures touristiques, de parkings, de restaurants, de boutiques de souvenirs. Avec l'exemple de Killing King Beach, on a vu qu'il y avait une certaine urbanisation qui fait perdre le caractère rural du village. Donc, Annabelle vous en parlera après, mais il y a une construction d'un énorme ascenseur de verre au pied de la falaise pour faciliter l'accès aux touristes. Et en fait, ça vient complètement perturber la vie tranquille des visiteurs qui sont à côté, des locaux pardon, qui sont à côté. Ensuite, il y a une mutation aussi progressive du paysage urbain dans certains centres historiques, notamment à Rome pour le cas de la fontaine de Trévi. Donc autour de la fontaine de Trévi, on a la disparition de commerces de proximité au profit de boutiques touristiques. Et donc tout ça, ça fait pression aussi sur les ressources naturelles et environnementales avec une gestion insuffisante des déchets. Dans le cas de Killing Clean Beach, il y a une érosion accélérée de la falaise. Et ensuite, il y a aussi une artificialisation du paysage, avec notamment le projet d'infrastructure de l'ascenseur de verre. On assiste aussi à une transformation de l'offre commerciale et immobilière dans ces lieux. Il y a une adaptation des cafés, des restaurants traditionnels pour séduire cette clientèle touristique. Et on parlera aussi d'une hausse de location touristique du type Airbnb. Et donc, l'attractivité de ces lieux fait aussi augmenter les loyers pour les locaux. À Rome, par exemple, il y a un exode des habitants du centre historique. Et tout cela pose des questions sur l'identité locale aussi, pardon. L'identité des lieux s'efface progressivement au profit d'une ville ou d'un site repensé complètement les touristes et non plus pour les habitants locaux. Et donc cette transformation, elle soulève des interrogations sur la gestion et l'avenir de ces territoires. Et enfin, dans une dernière partie, je vais vous parler de la mise en place de mesures pour contrer le surtourisme. Face à la pression touristique croissante, notamment à Fuji-Kawaguchiko, les autorités japonaises ont pris des mesures, notamment l'installation d'un filet noir opaque de 2,5 mètres de haut sur 30 mètres de long, conçu en fait pour masquer la vue emblématique depuis la Super 8 Lawson, donc comme vous pouvez voir normalement à l'écran. Bien que cette initiative elle vise à réduire l'afflux de visiteurs, elle a suscité des réactions assez mitigées en fait parmi les habitants. D'un côté, il y a certaines personnes qui vont venir saluer cette décision comme un moyen de retrouver la tranquillité de leur quartier, tandis que d'autres personnes considèrent que il va y avoir un impact à la fois esthétique sur le paysage et ils doutent également de son efficacité à long terme. On va avoir aussi un problème de vandalisme rapide autour du filet qui témoigne d'une certaine forme de frustration et qui soulève des questions sur le respect du patrimoine local. Par ailleurs, il y a également beaucoup de panneaux multilingues qui ont été installés pour informer les visiteurs des règles locales, avec notamment en fait, des QR codes qui ont été déployés pour en fait, les inciter à explorer d'autres points de vue qui sont beaucoup moins fréquentés.
Et toujours au Mont Fuji, depuis 2024, il y a une taxe d'accès qui est d'environ 12 euros, qui est imposée en fait aux personnes qui souhaitent gravir le sommet. Et le nombre de randonneurs, il est limité à 4 000 par jour, avec vraiment un système de réservation en ligne qui devient en fait progressivement obligatoire. Ensuite, on a, comme l'a expliqué Giovanna, la construction de l'ascenseur de verre pour faciliter l'accès à la plage de Kiliki Beach, qui suscite également donc là des controverses. Il y a certaines personnes qui vont être favorables, notamment toutes les autorités locales, car en fait l'ascenseur il permet de réduire le nombre d'accidents graves et en fait ça facilite aussi l'accès à la plage pour les personnes qui sont moins mobiles. Et pour d'autres personnes, comme les habitants, encore une fois, et les locaux, l'ascenseur, il dénaturerait le paysage naturel et ça accentuerait en fait davantage l'attrait touristique de cette zone qui est de plus en plus saturée. Et enfin, on a le cas de la fontaine de Trévis, qui n'est pas une exception. Et là, encore une fois, on va avoir les autorités locales qui vont venir contrôler la visitation. On a notamment la municipalité de Rome qui doit mobiliser des ressources importantes pour assurer un nettoyage fréquent du bassin. Avec également des rénovations qui vont être régulières, ce qui représente en fait un coût pour la ville, alors que les habitants ils ne bénéficient pas en fait directement de l'ensemble de ces activités de maintenance. Et on a aussi la mairie de Rome qui envisage différentes solutions pour limiter l'accès à la fontaine. Et parmi elles, on a la mise en place d'un billet d'entrée dont le prix il s'élèverait entre 1 à 2 euros, destiné à filtrer les visiteurs et à financer vraiment tout l'entretien de la fontaine. Et en fait, cette mesure, pour l'instant, elle n'est pas une réalité et on ne connaît pas encore, forcément, les détails de sa mise en place et donc ça nous fait poser, la question, une telle mesure, est-ce qu'elle permet, de réduire le nombre de visiteurs quotidiens en ciblant ceux qui viennent, uniquement, pour prendre, des photos sans réel, intérêt, pour, l'histoire, du monument? Et il y a d'autres mesures également qui, sont mises en place, comme des barrières, pour, les files d'attente qui permettent, d'éviter les foules. Et donc, l'ensemble de ces aménagements visent vraiment à améliorer, l'expérience, des touristes, tout en réduisant, l'impact sur les infrastructures, du site. Merci. Du coup, pour conclure et résumer dans le temps qui me reste, donc on l'a vu à travers 3 exemples. La pratique touristique aujourd'hui est extrêmement liée et entremêlée avec la pratique numérique. L'influence des réseaux sociaux n'a pas épargné le secteur du tourisme, notamment impulsé par les smartphones, donc avec un petit boîtier numérique qui contient un appareil photo et une connexion Internet qui permet une publication instantanée de la photo qu'on prendra sur nos différents réseaux sociaux. Utilisés comme des infomédiaires, les réseaux sociaux permettent aujourd'hui aux touristes de préparer leur voyage en amont, notamment avec des hashtags. Et en conséquence, comme a pu le dire Analou, il y a une uniformisation et convergence des afflux touristiques sur des zones plus particulières et précises, notamment diffusées sur les réseaux sociaux. À l'exemple du cas du mont Fuji, comme au Japon, la photo a son importance dans la pratique numérique touristique. Les touristes sont à la recherche de la photo parfaite. Donc, on l'a déjà expliqué, mais ici, avec la montagne qui vient se poser sur le commerce et qui ainsi permet de mettre en avant notre voyage au Japon. Et c'est un peu un marqueur de ce voyage. Au cas par cas, il faut toutefois relativiser l'impact des réseaux sociaux sur les pratiques touristiques. Par exemple, pour le cas de la fontaine de Trévis, Rome est déjà un lieu touristique et la fontaine en elle-même aussi. Donc, il est un peu difficile d'affirmer que les réseaux sociaux ont eu un fort impact sur la fontaine de Trévis. Pour l'exemple du mont Fuji, idem pour le Japon qui est déjà un pays très touristique. Le mont Fuji est aussi très prisé des touristes. Par contre, les réseaux sociaux ont eu un impact sur la ville à proximité du mont Fuji avec l'angle idéal. Pour le cas donc de Kiliking Beach, qui est sur une île à proximité de Bali, là, les réseaux sociaux ont fortement participé à la création d'une nouvelle zone touristique et d'un nouvel attrait touristique, pardon. Ce développement d'afflux sur de telles zones a eu un impact sur les localités, avec des complications imposées aux habitants, notamment des difficultés de circulation et de saleté, comme on a pu l'expliquer par exemple dans le cas du Japon et de l'Italie, et aussi avec des aménagements du territoire, pour le cas de Kiliking Beach, qui peuvent avoir un impact sur le paysage local et qui plus est rural.
Ces impacts ont nécessité les pouvoirs publics de prendre certaines mesures et de réguler le tourisme pour des raisons sécuritaires, notamment avec l'exemple de la route au Japon où les touristes empiétaient sur la route et ce qui créait un danger à la fois pour les piétons et aussi pour les personnes qui y roulent quotidiennement. Il y a donc eu une volonté de limiter cet afflux, notamment par la construction d'une palissade pour le cas du mont Fuji ou encore d'une jauge de tourisme pour le cas de la fontaine de Trévi. Et ces décisions, qui sont parfois locales, se transforment aussi à l'échelle nationale, et c'est notamment le cas pour l'Italie et le Japon. Résumé fait, il est toutefois important de préciser que lorsque nous avons réalisé cette recherche, nous avons été confrontés à une limite principale, qui est que cette recherche se base quasi uniquement sur des ouvrages scientifiques et ou journalistiques, et il pourrait manquer ainsi d'un terrain participant ou du moins participatif sur une zone touristique qui nous permettrait, pourquoi pas, de découvrir de nouveaux attraits liés à la pratique numérique, et donc du coup qui engendre une difficulté que je pense qu'on a tous pu rencontrer les groupes ici présents, qui est parfois l'éloignement géographique avec la zone étudiée. Voilà, voilà.